Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la quatrième édition de nos Facebook Live depuis la fin du confinement. Dans le cadre de cette campagne pour le deuxième tour des élections municipales qui, je le rappelle, aura lieu le deuxième tour le 28 juin, dans moins de 2 semaines maintenant. Dans moins de 2 semaines, vous le savez, j'en suis sûr, vous qui regardez ce Facebook Live, ce sera un moment crucial pour l'avenir de notre commune, pour l'avenir de nos territoires de Saint-Denis, de Seine-Saint-Denis en général. Il y a énormément d'enjeux dans les 6 ans qui viennent. Et ce soir, on voulait avoir un moment précis. Alors, je sais qu'il y a eu des questions qui, y compris, concernent, j'allais dire, le programme général de notre Saint-Denis qu'on a reçu en amont de ce Facebook Live. On ne répondra pas à tout. Il y aura d'autres événements. Et en tout cas, pour ceux qui ont eu la gentillesse de nous poser des questions qui ne sont pas tout à fait sur le sujet de ce soir, on vous enverra au minimum des éléments de réponse par écrit, bien évidemment, si vous nous avez communiqué vos mails ou Facebook ou adresses diverses ou variées. Donc je disais que le sujet de ce soir sur lequel nous avons voulu nous attarder, c'est dans la suite de la crise du Covid, comment finalement on pouvait rendre notre ville, la ville de Saint-Denis, plus, on a dit, résiliente, mais finalement c'est comment on était mieux préparé, on pouvait être mieux préparé déjà dès cet été à affronter les suites de la pandémie actuelle et dans un moyen terme à être mieux préparé, soit une deuxième vague si elle devait arriver, ce que personne ne souhaite évidemment, soit ce que personne ne souhaite non plus, à une éventuelle nouvelle pandémie. Et d'ailleurs, on peut aussi élargir le propos ou à d'autres phénomènes qui mettraient la ville et qui mettraient le territoire en situation de difficulté, de tension, de comment est-ce qu'on peut être mieux préparé à l'avenir. Dès cet été, à l'évidence, il va y avoir des évolutions à faire et c'est pour ça qu'on a voulu changer, non pas changer notre programme, mais le faire évoluer et finalement y apporter des ajouts pour vous montrer que nous avons d'ores et déjà réfléchi pour être prêts dès le 29 juin, dès le 4 juillet qui sera la date du conseil d'installation pour la nouvelle équipe municipale, à prendre en main les destinées de la ville et apporter des évolutions dès que nous entrerons, dès que nous arriverons aux manettes, si vous nous faites confiance, le 28 juin. Alors cet été, on y reviendra dans le débat, hein, mais il y a de nombreuses idées que nous avons déjà par ailleurs présentées sur les réseaux sociaux dans une série de 7 vignettes que nous avons appelées dès cet été. Alors, c'est pas exclusif, hein, et d'ailleurs, peut-être que ce soir, on aura, en discutant avec vous, encore de nouvelles idées, mais on a choisi ces 7 vignettes pour aussi vous montrer l'état d'esprit qui était le nôtre, de travailler à plus de services publics, de travailler à plus de proximité, et finalement de travailler dès cet été à plus de qualité de vie à Saint-Denis. Des séances de sport en plein air, tout de suite mettre la question de la propreté avec une ou plusieurs journées citoyennes de ramassage des déchets, des rendez-vous festifs et culturels, la question de la place du vélo et des nouveaux modes de déplacement dans la ville, bien évidemment. Toute la question de la solidarité alimentaire qui a occupé une grande part pendant le confinement et j'en profite pour saluer l'ensemble des bénévoles, toutes structures confondues, qui se sont investis pendant cette période. J'avais déjà eu l'occasion de le faire là, il y a 2 semaines, mais je veux le redire ici, vraiment un grand bravo à eux tous et à eux toutes. Avec une vraie question de comment est-ce que cette énergie-là se traduit dans le temps long, dans le moyen terme. Et je pense que c'est un vrai défi de réussir à faire perdurer cette belle énergie citoyenne. La question de nos enfants, évidemment, avec la question de l'école, avec de trop nombreux enfants qui n'auront pas eu de contact avec l'école entre le mois de mars et le mois de septembre. Alors on espère qu'avec les nouvelles de réouverture des écoles dès lundi prochain, ce nombre sera réduit, mais à l'évidence, il y aura pendant l'été des choses à inventer sur le travail pour la reconnexion avec l'école
à la rentrée prochaine. Et enfin, parce que ce sont aussi eux qui ont été de fait les personnes les plus à risque, nos seniors dans cette période, qui ont peut-être aussi le plus de fait souffert du confinement. Je souhaite que l'on ait, une fois que l'épidémie sera vraiment terminée, qu'elle sera vraiment derrière nous, qu'on essaye d'avoir au cours de l'été un vrai moment festif avec l'ensemble des seniors de notre ville, en particulier avec ceux qui, pour tout un tas de raisons, ne pourront pas partir en vacances. Alors autour de moi, pour débattre aujourd'hui, vous les connaissez peut-être déjà, parce qu'ils sont présents sur ma liste que par ailleurs vous pouvez retrouver sur le programme que vous devez avoir chez vous. Et si vous ne l'avez pas, je vous invite à venir le chercher à notre permanence, à notre local, au 28 rue Gabriel Péry, ou à le demander à nos militants lors des nombreux points rencontres que nous organisons tous les soirs à travers toute la ville. Vous croiserez forcément un ou une militante de l'équipe Notre Saint-Denis. À ma gauche, Sabrina Attari, que je vous ai présentée, qui réside sur le quartier Bel Air Franc-Moisin, voilà, qui elle aussi, justement, parce que j'en parlais, était très investie dans les actions de solidarité pendant le confinement, qui a monté avec d'autres, hein, évidemment, mais des partenariats avec le collège. Il y a eu un vrai travail très intéressant qui s'est mené sur le quartier pour faire vivre cette belle solidarité. Laurent Monet, qui s'est beaucoup investi, vous le connaissez pour un certain nombre d'entre vous, dans tout ce qui a trait à l'écologie citoyenne dans la ville, dans notre liste aussi, dans le secteur associatif évidemment. Laurent est très investi autour des questions de production d'énergie à travers une très belle coopérative qui existe, qui est créée depuis 1 an et demi maintenant, c'est ça, à Saint-Denis et à Plaine Commune d'ailleurs, pour être plus précis. Et Laurent, dans notre équipe, il a piloté la rédaction de ce programme de moyen terme, dont j'ai pas beaucoup parlé pour l'instant, mais dont on va aussi essayer de vous présenter aujourd'hui. Et Oriane Filleul, qui sera ce soir alors elle était aussi investie, hein, il y a eu beaucoup de gens dans l'équipe de Notre Saint-Denis qui étaient investis dans les dispositifs de solidarité. Sur son quartier, autour de Péry, de Dourdin, en lien notamment, je veux la saluer pour une initiative qu'elle a prise autour de la livraison de médicaments au domicile des personnes qui étaient vraiment au tout début du confinement, quand on a eu le plus de crainte pour les personnes âgées, vraiment une superbe initiative. Mais aujourd'hui, Oriane sera notre modératrice contributrice, parce qu'elle a aussi beaucoup de choses à dire. Donc c'est elle qui en particulier traduira les questions que je vous invite d'ores et déjà à poser dans le fil ou par les différents canaux traditionnels que vous pouvez utiliser. On n'arrivera peut-être pas comme à chaque fois à répondre à toutes les questions, mais on va essayer en tout cas, si des fois, de les regrouper, de vous informer le mieux possible. Et puis voilà, comme d'habitude, il n'y a pas de questions interdites et on essaye de poser le maximum de questions, même celles qui peuvent faire débat et qui ne sont pas forcément voilà, pointées comme, on va dire, évidentes. C'est le jeu, c'est le but de l'exercice, d'essayer de travailler sur ce contact direct, cette démocratie directe, pour que chacun soit le mieux informé possible avant cette date butoir du 28 juin. Voilà, j'ai déjà été trop long. Je voulais juste avant, parce que nous sommes sur Facebook ce soir. J'ai eu l'occasion lors de notre dernier Facebook Live, et je le pensais sincèrement, de tirer mon chapeau à ceux qui, au quotidien, finalement, font vivre aussi le débat et la démocratie locale à Saint-Denis sur Facebook. Et j'ai eu l'occasion de citer le plus gros, le plus important d'un point de vue numérique, le groupe Je vis à Saint-Denis 93 200 210. Je leur retire mon chapeau, mais je voulais associer à ces félicitations les autres groupes qui, s'ils sont de taille un peu moins importante, ne sont pas moins importants dans le débat qu'ils suscitent. Et donc je voulais aussi en particulier voilà, saluer ceux qui s'investissent dans l'administration des groupes Tu sais que tu viens de Saint-Denis quand, et Saint-Denis 93 200%.
ainsi que, je crois, je ne veux pas me tromper, passer un salut amical à un groupe qui est plus géolocalisé sur la plaine. Et je crois que c'est tu sais que tu viens de la plaine quand. Voilà. Je pense avoir cité tout le monde et en tout cas un grand bravo à tous ces acteurs de la démocratie locale et de la citoyenneté locale pour votre engagement numérique qui est un engagement réel. Vraiment un grand bravo à vous. Oriane, je te passe Voilà. la main, à toi de jouer. Alors bonjour à tous. Donc on va attaquer les premières questions qu'on a reçues par mail et via Facebook ces derniers jours. Donc vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux depuis dimanche notre nouveau programme additionnel au programme initial qui circule. Vous allez bientôt le recevoir dans les boîtes aux lettres. Donc c'est à partir de là qu'on vous a proposé de poser les premières questions. Et n'hésitez pas à en poser d'autres, donc là en direct pendant qu'on discute pour qu'on les récupère et qu'on puisse directement rebondir sur vos préoccupations et sur les différentes questions que vous posez. Alors avant de commencer le débat, une première question, notamment de Pauline, mais de beaucoup d'autres gens qui se questionnent sur ce terme résilience que l'on a vu apparaître énormément dans les médias depuis quelques temps. Et effectivement, nous, on a aussi appelé ce programme pour faire face aux crises, construisons une ville équilibrée et résiliente. Mais je vais poser la question à Laurent. Qu'est-ce que ça veut dire une ville résiliente? Qu'est-ce que ça veut dire la résilience? Qu'on parte déjà sur des termes partagés entre tous, ça simplifiera le débat. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. En effet, on parle beaucoup de ce terme de résilience depuis des jours, des semaines, et je dirais même finalement bien avant cette pandémie, cette épidémie du Covid qu'on a vécue ces 3 derniers mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, on parle aussi de plus en plus de crise, et finalement, ces deux termes sont liés, puisque la résilience, c'est en réalité la capacité, alors là, pour le coup, d'une ville, puisqu'on parle d'une ville, c'est la capacité d'une ville à survivre, à se remettre d'une épreuve, d'un choc, d'une catastrophe, d'une certaine manière, et à repartir finalement, je dirais, de plus belle ou encore plus forte finalement qu'avant la crise. Alors pour être concret, en fait, on pourrait donner des exemples de villes dans le monde qui ont subi des chocs et qui ont plus ou moins été résilientes. On peut parler de Pompéi par exemple. Pompéi, on peut dire que ça n'a pas été très résilient à l'éruption du volcan qui est à côté. Le Vésuve. Voilà, le Vésuve, tout à fait. Mais il y a d'autres exemples, et notamment plus récemment, aux États-Unis notamment, il y a un exemple assez célèbre de la ville de la Nouvelle-Orléans qui a subi une catastrophe avec un ouragan, qui est pourtant, les ouragans ont tendance à se développer de plus en plus sur ces villes aujourd'hui, mais la ville avait été totalement dévastée, quoi. Voilà, elle s'est reconstruite depuis, mais ça a pris du temps, on va dire, quoi. Voilà. Et il y a d'autres villes, on peut penser au Japon par exemple, qui est sujet au tremblement de terre, qui est plutôt résilient au tremblement de terre, mais qui par contre n'a pas été très résilient au tsunami d'une part et aux conséquences nucléaires qui ont suivi d'autre part, quoi. Voilà, donc c'est pour dire aussi que le terme résilience, eh bien en fait, il caractérise donc une capacité à encaisser des coups et à s'en remettre, mais ça dépend aussi des coups en fait, hein. Tout à l'heure Mathieu l'évoquait. Donc là, on vient de traverser une crise, une épidémie, un virus, une propagation de virus. Mais je disais tout à l'heure que ce terme de résilience, on en parle depuis plus longtemps parce que de plus en plus quand même, on parle de crise climatique. On s'attend à des épisodes, à des catastrophes ponctuelles parfois, et puis peut-être plus durables, de type canicule, on en a vécu l'année dernière par exemple à Saint-Denis, on a battu un record historique de température sur la ville à 42 degrés, quoi. Donc, si je ne me trompe pas, on avait demandé aux enfants quand même enfin aux parents parfois de garder leurs enfants à la maison parce que les écoles étaient en surchauffe totale, quoi. Donc voilà, donc différents types de crises, et donc différents types de réponses. Donc notre programme, nous, c'est vrai qu'on l'avait déjà, le programme initial qu'on a publié à la fin du mois de janvier ou en février, il était déjà très empreint en fait de cette question de résilience, notamment résilience climatique, avec tout un tas de mesures qui visent à atténuer ce risque climatique, hein. On parlait des canicules, donc on avait et on a proposé pas mal de choses, notamment sur la végétalisation de la ville. Mais c'est vrai que cette crise sanitaire, cette fois, cette épidémie, qui avait été anticipée par certains
prévisionniste, si on peut dire, mais pas par tout le monde, très clairement. Eh bien, elle nous a aussi, par l'expérience qu'on a vécue, elle nous apprend des choses et il faut en tirer les leçons pour justement que demain, notre ville soit en capacité, de faire face, peut-être, on ne l'espère pas évidemment, à un deuxième pic épidémique, mais aussi à d'autres types de crises demain. Donc voilà, alors, je peux peut-être répondre à une question qu'on nous a posée tout de suite, parce que justement sur ces différents risques, il faut savoir quand même que la ville doit justement identifier l'ensemble des risques auxquels elle est soumise. Il y a donc un document qui s'appelle le DICRIM, il est disponible sur Internet, notamment sur le site de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Et il décrit un certain nombre des risques auxquels la ville est soumise. Alors malheureusement, il n'évoque pas la pandémie, voilà, bien sûr. Il n'évoque pas non plus les risques climatiques, notamment de canicule. Par contre, il évoque des risques qui sont réels, notamment autour de la Seine, autour d'inondations. Alors, et pas seulement en termes de montée des eaux de la Seine, mais aussi, et je pense qu'on a pu le constater ces derniers temps avec des pluies fortes, parce que le changement climatique, ce sera aussi des pluies plus fortes. Eh bien, on voit que notre ville, qui est extrêmement bétonnée, bitumée, etc., elle laisse peu passer les eaux, et donc très vite on est sujet, en plus on est sur un territoire assez plat, très vite on est sujet à des inondations liées en fait aux pluies importantes. Donc voilà, ça fait partie des risques. Donc voilà, ce document il permet d'anticiper et de construire finalement un programme et de prendre des mesures qui permettent de limiter les conséquences de ces crises, de ces catastrophes auxquelles on pourrait être soumis à l'avenir. Voilà. Super, maintenant on est bien au clair sur les définitions des termes du débat. Donc effectivement, notre programme a pour objectif de rendre la ville de Saint-Denis plus équilibrée, plus résiliente, et donc est tournée vers différents publics avec beaucoup de propositions sur plusieurs secteurs et des questions qui reviennent régulièrement sur le public des enfants. Puisque construire une ville résiliente, c'est aussi bien sûr dans l'objectif de laisser une ville agréable aux générations futures. Et donc sur les questions d'éducation, on a reçu pas mal de questions, et notamment Rachid qui se pose la question, après la période qu'on vient de passer, où les enfants ont été éloignés plusieurs mois de l'école et des centres de loisirs, qu'est-ce qu'on prévoit pendant l'été en termes d'éducation, en termes d'activités pour les enfants, pour pouvoir se retrouver, se faire de nouvelles activités, et dans la continuité de l'été, à la rentrée, qu'est-ce qu'on va prévoir en plus de ce qui est déjà fait, bien sûr, par les écoles et les centres de loisirs. Sabrina, peut-être pour toi la question. Super, bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, merci pour cette question Rachid. C'est une question qu'on nous a énormément posée. Et c'est une question très très importante et les besoins notamment sont également importants. Alors on a réfléchi à pas mal de choses qu'on va mettre en vigueur notamment dès cet été. On va expérimenter l'ouverture des accueils de loisirs le samedi. Ça répond à un besoin pour différentes professions, donc les commerçants, les aides à domicile, les soignants, mais pas uniquement, notamment donc pour les enfants en situation d'handicap, pour les soutenir également, et notamment pour les familles monoparentales. On a également prévu pour rattraper le retard, parce qu'il faut le dire, on a des élèves où le maintien d'un minimum d'activité scolaire a été très très difficile sur notre commune, et donc on a prévu pour cela de construire un contenu d'accueil donc pour revoir les apprentissages et rattraper le retard sur les sujets donc bien évidemment très importants, qui est le savoir lire et écrire. On va également organiser des séjours dans les 7 centres de vacances, et notamment dès la Toussaint. Alors, et on va également prévoir des activités. Voire dès cet été, pour les centres de vacances, où on peut imaginer à la fin de l'été avoir une logique un petit peu prépa, quoi, voilà, où pendant une semaine, un stage de reconnexion avec l'école, en gardant une partie de loisirs, parce que c'est quand même les vacances.
mais en ayant aussi cette Tout à objectif-là fait, en tête. tout à fait. De façon à ce que l'enfant n'ait pas l'impression que ce soit que du scolaire, parce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans notre ville, les enfants vont partir certainement beaucoup moins en vacances. Aujourd'hui. Et enfin, on va offrir aux parents qui le souhaitent donc des cahiers de vacances. Voilà, en tout cas, sujet très important qui est l'éducation. Et on ne va pas oublier, bien évidemment, les activités éducatives en plein air. Et question complémentaire, parce que donc, si on a besoin de mesures de ce genre en complément pendant l'été, c'est aussi parce qu'il y a eu du retard, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été faites ces derniers mois. Et question peut-être plutôt pour Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé sur la non-réouverture des écoles? Pourquoi est-ce qu'on réouvre si tard? Et qu'est-ce que ça a engendré comme difficulté aussi en parallèle? Bon, d'abord, il faut reconnaître que personne ne s'attendait à ça. Enfin, je veux dire, donc moi, je ne veux pas jeter la pierre non plus à l'extrême. On est dans une situation qui n'avait jamais été expérimentée jusqu'alors. Néanmoins, il y a, une fois qu'on a dit ça, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé dans les différentes villes. Il y a manière et manière de faire, en particulier sur la question de l'école. Je veux vous le dire aussi, parce qu'on était dans une période un peu particulière, celle d'une élection municipale, où le confinement a commencé juste après le premier tour, où nous étions arrivés, la liste que j'avais l'honneur de conduire, largement en tête, plus de 35% des voix le 15 mars. Donc on pensait avoir une responsabilité particulière dans ce moment, et donc on a fait très vite des offres de services aux maires légales, encore, Monsieur Russier, à l'époque, pour lui dire voilà, travaillons de concert, travaillons ensemble et mettons toutes les énergies en commun. Je dois vous avouer que je n'ai jamais reçu de réponse, ni sur les propositions de principe de travailler ensemble, ni sur les propositions précises qu'on a été amené à faire après, parce qu'une fois qu'on n'avait pas de réponse, on a quand même essayé de jouer le jeu malgré tout, en publiquement faisant de nombreuses propositions. On peut vous renvoyer d'ailleurs un document, peut-être qu'on pourra le mettre dans les commentaires, où dès le 23 avril, on a fait 10 propositions pour l'école, où on voulait très tôt se dire que voilà, il fallait travailler à la reconnexion des enfants avec l'école, pas avec l'école au sens strict du terme, mais avec un encadrement, avec l'acte éducatif au sens très large du terme. Et moi, j'avais proposé, pour vous donner quelques exemples, qu'on puisse mobiliser bien sûr toutes les écoles de la ville, mais à partir du moment où on n'accueillait à l'époque que 15 élèves par classe, ce qui change lundi prochain, heureusement, on voit bien que on ne peut pas faire rentrer les ronds forcément dans les carrés et qu'il y a un problème de place à un moment donné. Et donc c'était de mobiliser de nombreux bâtiments de la mairie, les ludothèques, certaines médiathèques qui avaient des salles qui s'y prêtaient, certains centres de loisirs et les salles qui vont avec. Bref, en étant créatif, et puis certains espaces extérieurs aussi, mais pour qu'on puisse le plus rapidement possible reconnecter un maximum d'enfants avec une forme d'encadrement éducatif au sens large, qu'il soit opéré d'ailleurs par l'éducation nationale ou par la commune. C'était assez ambitieux, je le reconnais, mais j'ai l'impression qu'on a fait exactement l'inverse et qu'on a cherché à faire le service strictement minimum avec un secret espoir finalement que l'école ne réouvre pas jusqu'à la rentrée prochaine, et ça faisait un problème de moins à gérer. Le tout agrémenté d'un certain nombre d'élus de la majorité sortante qui défendaient manifestement une sorte de boycott, je ne sais pas comment il faut l'appeler, voilà, mais de non-réouverture. Ce n'est clairement pas, je vous le dis, notre vision du service public. Voilà, j'ai eu l'occasion, et je vous invite d'ailleurs à lire si vous ne l'avez pas fait, mais de m'exprimer sur ce sujet dans le journal de Saint-Denis, où j'ai fait une interview qui paraîtra dans le journal papier de demain, et où je l'ai dit, ma vision du service public, c'est celle où le service public, il est en première ligne, en prenant des mesures de prudence évidentes pour les fonctionnaires, mais quand je vois qu'au moment où je vous parle, les médiathèques ne sont toujours pas réouvertes, alors qu'on va rouvrir les cinémas dans une semaine, ça me paraît complètement ubuesque cette situation. Voilà, donc c'est un peu ce qui s'est passé, et honnêtement, je pense qu'il y avait matière à faire différemment, notamment au minimum à réouvrir le plus vite possible l'ensemble des groupes scolaires,
pour préparer la reprise générale qu'on va avoir le 22 juin. Dans certains groupes scolaires, puisqu'on ne l'a pas fait avant, là, et je veux aussi les remercier, on sollicite les parents, par exemple, pour venir donner un coup de main, y compris venir faire le ménage dans certaines salles de classe, pour réadapter un petit peu tout. Franchement, bravo à tous les parents qui donnent de leur temps, c'est vraiment super, et je pense qu'il faut qu'on voit comment est-ce qu'on associe plus justement les équipes, les parents d'élèves, enfin, dans un esprit de coéducation. Mais je pense aussi qu'on aurait pu très largement anticiper ce phénomène. Ça fait maintenant un mois que l'ensemble des écoles d'Épinay ou de la Courneuve sont réouvertes, que la quasi-totalité des écoles de Montreuil sont aussi réouvertes. Et là-dessus, clairement, on a été loin d'être les premiers de la classe et je le regrette. Alors, on vient de parler des activités éducatives, des activités ludiques pour les enfants, et donc je voudrais en profiter pour parler d'une autre tranche d'âge, parce qu'on a eu pas mal de questions à ce sujet aussi, et une tranche d'âge qui a été particulièrement affectée pendant la crise actuelle, qui sont les seniors. Donc Saint-Denis est une ville très jeune, mais on a aussi des retraités qui y vivent, qui ont particulièrement souffert de la période du fait de l'isolement notamment. Et donc on a eu des questions notamment de André, de Claire, sur qu'est-ce qu'on va proposer pour les seniors cet été, notamment en cas de canicule, notamment en cas d'amélioration continue de la situation sanitaire, pour pouvoir de nouveau sortir, pour pouvoir de nouveau faire des activités. Et donc je voudrais citer dans le programme initial, on avait déjà un programme conséquent sur les seniors, avec notamment une volonté de leur redonner accès aux espaces publics. On a beaucoup parlé du parc Marcel Cachin, qu'on voudrait réhabiliter, avec du coup aussi des espaces de détente qui leur seraient dédiés, sur les terrasses des résidences autonomie également, parce qu'on a la chance d'avoir des équipements qui sont dédiés aux seniors, notamment les résidences autonomie et la maison des seniors. Et là, donc en plus dans le programme Résilience, pour cet été en particulier, on a notamment proposé des séances d'activité physique adaptées en plein air, donc dans les parcs de la ville, notamment au parc de la Légion d'honneur, qui permettront aux personnes de sortir, de se retrouver, de refaire de l'activité physique, puisque des personnes qui parfois sont restées donc à la maison pendant de longs mois, en termes de développement de l'activité physique, il est nécessaire là, de pouvoir de nouveau se mouvoir. Et on a également proposé une nouveauté qui serait un grand banquet des seniors pendant l'été, pour que ce soit cette fois-ci un moment convivial, pour se retrouver, pour échanger, pour faire la fête, pour danser, etc. Donc ça fera partie des choses en plus qui vont être lancées dès cet été et qui seront lancées, je pense, sur le long terme, tout au long du mandat. Je voudrais enchaîner avec une question pour Laurent. Alors je dis pour Laurent parce que c'est un peu notre expert écologie, notre expert mobilité douce, et la ville équilibrée, la ville agréable dans laquelle on veut vivre, et notamment lorsqu'on parle de faire des activités physiques en plein air, c'est aussi d'avoir une ville agréable dans laquelle on peut respirer de manière plus confortable. Et donc on le voit, il y a de plus en plus de cyclistes à Saint-Denis, notamment depuis la crise du Covid. Les personnes se sont un peu éloignées des transports en commun et ont pris goût au vélo pour certains. Et donc Sophia nous demandait quels sont les aménagements que l'on souhaite développer pour le réseau du vélo dans notre ville, donc en ville, mais aussi sur les quais, puisqu'il y a beaucoup de cyclistes qui les empruntent pour leur trajet quotidien ou pour leur loisir. Oui, alors effectivement, cette crise, elle a mis en lumière finalement le vélo, essentiellement pour ce que disait Oriane aussi sur le fait que c'est un moyen de transport qui permet aussi d'éviter les transports en commun, donc la mise en commun et le risque de contamination avec d'autres. Donc il y a un engouement partout en France, mais aussi à Saint-Denis. On a vu que les magasins étaient dévalisés de vélos, et c'est tant mieux parce que c'est aussi le vélo, au-delà de cet aspect-là, c'est aussi une activité sportive en effet, et que dans un programme de résilience, nous on est aussi attachés à la bonne santé des citoyens. On a vu que c'est aussi les personnes qui étaient potentiellement déjà atteintes de certaines autres maladies qui étaient les plus à risque et les plus en difficulté dans cette épidémie. Donc voilà, sport santé, on vient d'en parler, les séances en plein air, etc. Mais le vélo, ça va contribuer aussi à la bonne santé des citoyens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour la ville? Nous, on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Malheureusement, il y a
Il y a ici à Saint-Denis un retard important qui a été pris. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des enquêtes qui ont été faites auprès des cyclistes locaux qui montrent que la situation de la ville, enfin, en tout cas la ville est très en retard sur le vélo. Et malheureusement, alors que beaucoup de villes ont annoncé la création et ont créé, y compris le département d'ailleurs, des pistes temporaires autour de nous, Saint-Denis a été un peu à la traîne sur ces sujets-là. Donc pour nous, il s'agira d'accélérer un plan qu'on a déjà imaginé, hein, de développement de pistes cyclables et donc de commencer dès cet été le déploiement d'un certain nombre d'actions. Alors évidemment autour du réseau cyclable lui-même, c'est-à-dire créer de nouvelles pistes, des pistes potentiellement temporaires mais qui dureront, hein, on l'espère bien. Voilà, mais on a une mesure aussi qui est importante pour le vélo à Saint-Denis et qui contribue à faciliter aussi le transport cycliste dans la ville, c'est le passage de la ville à 30 km/h. Ça, c'est une mesure auquel on est très attaché parce qu'elle change la donne sur tout un tas d'aspects et en particulier pour que les gens se sentent plus tranquilles à faire du vélo. On a vu que c'est une mesure qui est assez plébiscitée en ce moment dans d'autres villes, si je ne me trompe pas. Donc nous, c'est un point sur lequel on avancera. Donc, sur le réseau, tu parlais de la Seine. En effet, on a pas mal de gens aussi ici qui prennent les transports en commun souvent pour aller jusqu'à la Défense, qui est quand même un lieu qui concentre beaucoup d'emplois aujourd'hui. Eh bien, la Seine, c'est finalement l'endroit idéal pour aller de Saint-Denis jusqu'à la Défense. Et on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi on n'a pas une belle piste cyclable qui nous facilite le transport là-bas. Donc ça sera un enjeu fort. Donc c'est un travail qui est à mener aussi avec le département parce que la voie qui longe la Et Seine, avec le département du 92. et avec le département du 92 bien sûr aussi, du 93 et du 92. Donc on avancera là-dessus. Vous avez vu qu'on a aussi annoncé des aménagements, il y aura les JO. Enfin, bref, la Seine, c'est clair, dans les années qui viennent, va être totalement, enfin en tout cas les bords de Seine de Saint-Denis vont être totalement transformés et bien évidemment le vélo il y aura toute sa place. Voilà. Mais l'autre sujet qui peut aussi être bloquant, et je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà vécu ça, hein, c'est quand même le stationnement du vélo. En fait, on achète un vélo et puis à un moment, on se rend compte qu'il faut le mettre quelque part. Et malheureusement, dans la plupart de nos immeubles aujourd'hui, soit ce sont des immeubles anciens qui avaient peut-être des emplacements prévus, mais qui depuis ont été dédiés à d'autres parce que le vélo n'a pas pris sa place. Bref, aujourd'hui, il y a très peu de place. Beaucoup de gens montent leur vélo dans leurs appartements. On voit souvent des roues dépasser les balcons, etc. Et ben, c'est clair que quand on a un vélo qu'on doit ranger comme ça, c'est moins facile de décider de le prendre régulièrement le matin et le soir pour aller au boulot. Donc la question de l'emplacement, c'est une question clé pour nous. Et donc parmi les actions qu'on mènera rapidement, c'est aussi le déploiement donc, de ce qu'on peut appeler, enfin, ce qui s'appelle dans certains cas des vélobox, c'est-à-dire des emplacements fermés dans lesquels on peut stocker des vélos, mais aussi plus généralement des déploiements d'arceaux largement dans la ville. Et puis, deux autres points qui peuvent paraître peut-être un petit peu plus anecdotiques, mais qui sont quand même importants pour nous, parce que c'est aussi changer la culture du déplacement dans la ville, c'est rendre les voies cyclables plus clairement identifiables. Alors, parfois, elles sont en site propre, donc elles sont clairement identifiées, c'est vrai, mais très souvent, elles sont aujourd'hui sur des trottoirs, etc. Ce n'est pas évidemment la solution qu'on retiendra à l'avenir, mais quand c'est le cas, en tout cas, nous, on souhaite améliorer la signalétique de ces pistes au sol, de manière à ce que eh bien, chacun se répartisse l'espace public en bonne connaissance de cause, que les piétons identifient bien qu'il y a une piste, que les cyclistes puissent passer, bref, que les cyclistes soient plus à l'aise dans leur espace. Puis enfin, une dernière mesure qui est importante pour nous également, qui viendra rapidement également, c'est un plan d'apprentissage du vélo dès l'école, pour aussi faire rentrer cette culture du vélo dans la vie. Pour tout ça, naturellement, on travaillera dès cet été avec, et on est déjà en discussion avec elle, bien sûr, l'ensemble des associations de cyclistes de la ville qui ont plein d'idées et qui ont une bonne connaissance du sujet, des usages et de ce qu'il faut faire dans la ville. Et donc, dès cet été, on travaillera avec elle pour changer la culture du déplacement dans la ville et favoriser la place du vélo.
Merci Laurent. Alors, vous pouvez retrouver toutes les propositions pour le vélo en page 42 du programme initial, plus du coup dans le programme complémentaire. Alors, tu le disais, la période qu'on vient de traverser a mis en valeur encore plus les besoins qu'il y a en termes d'aménagement pour faire du vélo. La période qu'on vient de traverser a rendu visible des difficultés du quotidien. Et je vais m'adresser à Sabrina parce que Mathieu le disait quand il te présentait, tu as beaucoup participé aux actions de solidarité pendant le confinement et notamment sur les actions d'aide alimentaire dans ton quartier, mais pas seulement, et en lien avec toutes les autres associations du territoire. Et donc là, dans les questions que Juliette nous posait, elle nous demandait à quel service est-ce que l'on a pensé pendant cette crise du Covid, notamment pour les personnes les plus précaires, et notamment sur le champ de l'aide alimentaire qui a quand même été mis en avant dans le sens où beaucoup de personnes se sont retrouvées particulièrement en difficulté sur ce champ-là, à cette période-là, il n'y avait pas les cantines, etc. Donc des situations très complexes à ce moment-là. Alors absolument, donc on a pu faire un constat très frappant, c'est qu'effectivement des infrastructures comme des associations très très importantes se sont retrouvées donc à devoir fermer par manque de bénévoles. La maison de la solidarité a été très rapidement submergée, donc a mis du temps à pouvoir s'organiser. Donc élément très important, et donc il fallait y faire face. Donc effectivement, nous, on a monté une équipe donc, sur notre quartier Franc-1. Je tiens d'abord, donc avant d'en parler, à saluer bien évidemment tous les acteurs sur ce quartier-là, qui ont fait un énorme travail, notamment je pense à Django Traoré avec Franc-1 Citoyenne, également La Débrouille, donc également Mamie Daniel avec la Maison des Associations. Donc je pense vraiment à tous ces acteurs-là qui ont fait un énorme travail et qui continuent encore à le faire et à distribuer donc des colis alimentaires de façon hebdomadaire. Et bien évidemment, Dessine-moi Pléguel qui a pu soutenir ces différentes associations sur toute la ville. Élément très important. Donc, en ce qui nous concerne, on a dû rapidement y faire face dès le début du confinement. On avait, nous, pour notre part, en tous les cas, 165 familles à soutenir en lien avec les autorités, donc notamment du collège Garcia Lorca. Donc, je tiens encore une fois à les remercier, même si Mathieu l'a déjà fait. La principale, le principal adjoint, donc pour le prêt du réfectoire. On a pu donc stocker pour être au plus près des habitants, c'est un élément très très important. Et les assistantes sociales également ont dû faire le lien également avec nous, puisque il y avait pas mal, si vous voulez, de familles dans l'urgence. Et partie de ce constat, on propose donc aujourd'hui de développer un réseau d'épiceries solidaires sous forme de coopérative. Donc ces épiceries solidaires, on soutiendrait donc tous ces projets-là sur différents quartiers. Donc ce qu'on souhaite, c'est qu'il y en ait dans tous les quartiers de Saint-Denis, qu'il y ait des produits donc, de qualité proposés, du bio, vraiment et via des circuits courts également, qu'elles soient ouvertes à tous, mais avec des tarifs différents, donc en fonction bien évidemment des familles. Donc pour des familles, notamment je pense à la banque alimentaire, donc quand on monte un projet d'épicerie solidaire et qu'on a des denrées via la banque alimentaire, donc pour les familles précaires, les denrées donc, ne peuvent pas être vendues au-delà de 10% donc de son... voilà, c'est ça. Tout à fait, absolument. Mais ce sont des épiceries qui seraient donc ouvertes à tous et toutes, mais avec des tarifs différents en fonction. Donc, il faudra y réfléchir. Voilà, tout à fait. Absolument. Ça marche, super. Mathieu, dans la continuité de ce qu'on vient de se dire, avec tous ces nouveaux besoins qui ont émergé, toutes les nouvelles solutions qui ont été trouvées, s'il y avait un nouveau confinement, donc ce qu'on ne souhaite pas, mais si la situation sanitaire se détériorait, si là à la rentrée il y avait un nouveau confinement, ou si plus tard, dans un autre type de crise, il y avait un nouveau confinement, comment est-ce que nous on aurait pu gérer les choses? Comment est-ce qu'on gérerait les choses par la suite? Puisque là, on savait qu'on a formulé quelques critiques par rapport à la municipalité actuelle, mais qu'est-ce que l'on ferait différemment et comment on le ferait? À l'évidence, il faut qu'on revoie, alors je m'adresse à ceux qui regardent, il faut savoir que la ville, elle dispose d'un PCA, un plan de continuité d'activité. C'est des documents qui étaient jusqu'au Covid très théoriques. C'est que la loi a impliqué qu'ils soient réalisés, mais en fait, sans qu'il y ait d'application réelle envisagée.
on a dû les confronter à la réalité de fait avec la crise du Covid. Bon, clairement, je pense que aujourd'hui, il faut qu'on revoie ces plans de continuité d'activité. Je pense qu'il faut qu'on les revoie avec une première chose qui serait de réfléchir à un échelonnement de la continuité d'activité. Je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, on a deux choix, c'est soit le service normal, soit le service minimum avec le plan de continuité d'activité. Je pense qu'il faut qu'on ait des niveaux, qu'on puisse déclencher un plan de continuité d'activité de niveau 1, 2, 3 ou couleur bleu, rouge, etc. etc. Pour qu'on puisse adapter à la réalité de la situation, qu'on puisse arrêter certaines activités pour protéger les agents tout en maintenant certaines et qu'éventuellement si la crise s'aggrave qu'on puisse en arrêter d'autres, etc. Mais pas être dans cette option où on n'a que l'arrêt brutal global et avec juste finalement la continuité des activités essentielles, les plus essentielles à la ville. Je pense que pour dire les choses, là aujourd'hui, on a été trop loin dans l'arrêt des services publics sur la question de la propreté. Par exemple, je pense qu'on aurait dû garder plus de services publics au niveau de la propreté que ce qu'on a fait. Les médiathèques, je l'ai déjà parlé, c'était déjà pas normal qu'elles ouvrent pas en service minimum pendant le confinement, ça l'est encore moins évidemment maintenant. Mais il faut aussi que donc il y a cette question de revoyure finalement du plan de continuité d'activité, d'adapter les services publics pour qu'ils puissent être plus efficaces même en temps de crise et qu'ils puissent se maintenir en tout cas autant que possible. Et après, il faut aussi penser à toutes les autres choses, et notamment comment est-ce qu'on identifie, par exemple, à l'échelle d'une ville, l'ensemble des ressources que nous avons, et des ressources des entreprises privées qui pourraient être potentiellement mobilisables. Je prends un exemple avec Laurent, qui a participé en particulier comme bénévole, et moi j'ai eu l'occasion au nom du département de faire un don de plastique à PLA, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, voilà. Du PLA, pas du plastique. C'est pas du plastique, du PLA à la coopérative Poincaré, que je profite pour saluer, qui avait réussi en bidouillant à gauche et à droite à récupérer, notamment dans les médiathèques, un certain nombre d'imprimantes 3D. Et ils ont fait 600, 700 visières au moment où il n'y en avait plus du tout, et c'est eux qui ont équipé l'hôpital de La Fontaine. Voilà. Je suis certain que si on avait été mieux organisé, on aurait pu en faire 10 fois plus. Je suis sûr que dans les entreprises à la Plaine-Saint-Denis, il y a des imprimantes 3D qui n'ont pas été utilisées pendant cette crise, qui sont restées, parce que tout simplement, ce travail d'identification des ressources publiques comme privées, mais aussi comme citoyennes, il n'a pas été fait. Effectivement, je pense qu'on aurait dû beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt, et je veux vraiment leur tirer mon chapeau, et en particulier à notre championne Martine Bond, qui a fait un boulot incroyable. Elle toute seule, elle a fait plusieurs centaines de masques, d'identifier nos couturiers et nos couturières de Saint-Denis pour les solliciter. Toutes ces compétences citoyennes, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus flagrant sur la question de la couture, on l'a vu à ce moment-là. Mais il y a 1000 autres exemples. Je pense qu'un vrai plan de continuité d'activité de ville, il prend aussi en compte ces éléments de la puissance privée et de la puissance citoyenne, en plus de la puissance publique. Je pense vraiment qu'il faut qu'on travaille pour l'avenir. Je pense vraiment qu'il faut qu'on travaille pour l'avenir dans ce sens-là. Et tu parlais justement de mobiliser les entreprises du territoire, mais aussi les citoyens sûrement. Dans le programme Résilience, on a notamment parlé de la réserve citoyenne. Tu peux nous en dire 2 mots aussi pour expliquer aux personnes ce qu'on entend par là? La réserve citoyenne, c'est la conséquence logique de ce que je viens de dire. C'est on identifie les compétences des uns et des autres pour que le moment venu, s'il y a une crise, ça peut être une crise sanitaire, on peut aussi imaginer d'autres choses. On peut imaginer une crise technologique et un jour, il y a des romans d'anticipation dessus, mais enfin, vu que personne ne s'attendait à ce qu'une crise comme celle-ci soit possible, ou demain l'électricité s'arrête, qu'est-ce qui se passe voilà. Et donc d'avoir ces réserves qui sont identifiées, ces personnes qui sont dit, s'il y a une crise, je suis volontaire, et par ailleurs, je sais faire ça, je peux, etc., etc. Eh bien, je pense que c'est ça l'esprit de la réserve citoyenne. En plus de ça, évidemment, il ne faut pas compter que sur les citoyens, que sur la puissance publique. Il faut aussi
qu'on tire les leçons de la crise stricto sensu pour la puissance publique. À l'évidence, et on l'a mis dans le programme renouvelé, il faut qu'on constitue par exemple des stocks stratégiques à l'échelle de la commune pour avoir une capacité de riposte immédiate. Alors, là, sur ce qui nous concerne, des masques, mais aussi des stocks alimentaires avec des choses, des produits qui ont des très longues dates de péremption, de consommation, pardon, pour que on ait un petit peu de temps, si vous préférez, pour passer d'un système normal à un système d'urgence comme celui qu'on a fait. Là, on a mis la ville, elle a mis 1 mois à basculer, en fait, à sortir de l'atonie dans laquelle elle est tombée au lendemain du plan. Et heureusement qu'il y a eu les associations qui ont pris le relais. Heureusement, notamment sur l'aide alimentaire. Parce que sinon, on aurait été dans une situation beaucoup plus compliquée. Ma responsabilité en tant que futur maire, si vous me faites confiance encore une fois, mesdames et messieurs, c'est aussi de tirer les leçons. Parce qu'il y a eu des choses où finalement, moi je le dis, on a eu de la chance d'avoir des associations comme celle-ci, mais on ne peut pas compter toujours sur les associations ou sur les bonnes volontés des citoyens et des citoyennes, et il faut que la ville elle assume plus ses responsabilités à l'avenir. Et le fait que tu parles du coup de la réserve citoyenne, de la mobilisation des personnes, c'est vrai qu'on a vu que les gens se sont beaucoup mobilisés à travers les réseaux sociaux, se sont beaucoup mis en lien par ces moyens-là. Donc j'en profite de faire le lien avec une question de Lucien, je pense plutôt pour Laurent sur le numérique. Donc le numérique a une grande importance dans nos vies de tous les jours. Il en a eu encore plus pendant cette période de confinement, puisqu'il nous a permis de garder le lien notamment avec les personnes qui étaient loin de nous. Et qu'est-ce qu'on propose, nous, en termes de numérique sur la ville, peut-être en termes d'usage, en termes de couverture également, sur le moyen et long terme, puisque bien sûr, c'est des projets plus longs. Ouais. Alors effectivement, là encore, cette crise nous a appris pas mal de choses. Et bon, nous, on parlait de la réserve citoyenne. Donc une des premières mesures qu'on avait déjà prévu de prendre dans le programme initial, c'était précisément de construire une application numérique de la ville qui intègre un certain nombre de services pour les citoyens. Donc, et qui donne de l'information, qui permettent aux citoyens de s'enregistrer comme volontaires, par exemple. J'ai envie d'aider dans cette période, mais au-delà, puisque cette réserve citoyenne, c'est une réserve. On n'est pas tout le temps en mode crise, mais l'idée, c'est que les gens puissent s'y inscrire et qu'à travers cette application aussi, on ait une forme d'animation, que des services spécifiques soient proposés à ces habitants qui constituent cette réserve, de manière à ce qu'ils soient prêts, je ne sais pas, j'imagine par exemple des stages de premier secours, par exemple, pourraient être proposés aux personnes qui sont volontaires pour faire partie de cette réserve. Donc le numérique, c'est un outil pour ça. On créera une application qui englobera un certain nombre de services. Dans ces services, il y aura aussi, par exemple, une carte des dispositifs utiles. On s'est rendu compte aussi que dans cette période où les magasins ferment, etc., on a vite besoin de savoir où est-ce que je peux trouver un magasin qui va livrer, où est-ce que je peux trouver, je sais pas, on imagine d'autres types de crises, mais on a parlé aussi dans notre programme de défibrillateurs, où est-ce que je vais trouver un défibrillateur dans la ville. Voilà, donc avoir sur une appli comme ça de l'information disponible, c'est essentiel. Pour une information plus large, on a vu aussi des choses qui fonctionnaient bien pendant cette période. Il y a eu pas mal de webinaires, comme on dit, des espèces de conférences. Il y a eu des lectures de livres pour les enfants qui ont été faites sur les réseaux sociaux. Il y a eu des cours de gym qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Et donc, sur ceux de notre Saint-Denis en particulier. Donc ceux de nos 3 coachs qu'on remercie encore à nous avoir maintenu un minimum en forme pendant cette période. Et notre lectrice qui a lu pour les enfants également. Voilà, donc tous ces services en ligne, ils montrent aussi que il y a un besoin de diffusion d'informations, de contenu pendant ces périodes. Pardon. J'en profite pour citer du coup, parce qu'on n'a pas donné leur nom, mais les 3 coachs qui ont animé tout ce temps du confinement, Magid Buena, colistier par ailleurs, de notre Saint-Denis.
Massiva Cassette, pardon Massiva, notre colistière aussi de Playel, voilà, qui s'est beaucoup engagé, et Colline Fillol, voilà, qui a pu aussi faire un certain nombre de séances plus adaptées aux personnes qui avaient des difficultés de mobilité, pour essayer de penser un petit peu l'ensemble des personnes de la ville, et pas uniquement les sportifs les plus convaincus par l'intensité de la séance. Et je veux saluer Alice Rascoussier, c'était elle la lectrice de contes pour enfants. Voilà, et ça a été de très belles expériences en tout cas. Voilà. Merci Mathieu. J'ai profité de ce laps de temps, Laurent. Désolé pour l'interruption. Et donc voilà, en tout cas, ça nous a montré que, de même que Mathieu remerciait tout à l'heure les habitants qui animent des groupes dans les réseaux sociaux et contribuent finalement ainsi à la vie, à l'échange dans la ville, au lien social et à la démocratie d'une certaine manière, on encouragera aussi la création de web TV ou de radio même, qui contribueront à diffuser ce type de service, à diffuser de l'information et dans ces périodes de crise, d'être particulièrement pertinent, quoi. Ce qu'on s'est aperçu, c'est clair, c'est que le secret, c'est l'organisation. Le secret, c'est l'organisation. Et pour être bien organisé, il faut aussi être en capacité d'être interconnecté et d'avoir anticipé au maximum. C'est ce travail-là qu'on veut essayer de faire, de se préparer, et y compris, parce que ces éléments de préparation, ils sont valables finalement, quelle que soit la crise potentielle, que ce soit une inondation, une canicule, une crise technologique, une météorite qui tombe, je ne sais pas, je ne souhaite pas, mais a priori il n'y a pas de volcan sous Saint-Denis, ça c'est sûr, puisqu'on parlait tout à l'heure du Vésuve. Mais en fait, voilà, d'être le plus adaptable possible. Bon, alors après, le revers de tout ça, c'est que pour accéder à ces services numériques, il faut disposer des moyens. Et là, on a vu aussi, et notamment sur les aspects pédagogiques, pour lesquels le numérique était clé, puisque l'éducation nationale a aussi faire poser finalement la continuité pédagogique beaucoup sur les moyens d'échange, et notamment les moyens numériques. Il y a eu des chaînes de télé quand même qui ont été consacrées à ça, mais enfin on voit que disposer d'un ordinateur, disposer et savoir se servir d'un téléphone, d'une tablette, etc., c'est essentiel finalement. Et malheureusement, on est aussi dans une ville où tout le monde ne dispose pas de ces moyens, peut disposer de l'objet mais pas forcément savoir correctement s'en servir pour utiliser tous ces services, ou inversement, ne pas simplement disposer des objets. Donc là-dessus, on aura vraiment, nous, l'ambition de mener un travail avec des associations, et là je pense notamment à Emmaüs Connect, avec lesquelles on a signé une charte il y a quelques mois maintenant de soutien à leurs activités. Avec Emmaüs Connect et avec d'autres acteurs, on aura l'ambition à la fois d'apporter cet accompagnement dans l'usage des moyens numériques, mais aussi, parce qu'on pense qu'il y a un enjeu aussi peut-être d'emploi derrière, de travailler à une filière à la fois reconditionnement de matériel usagé, qui peuvent venir des entreprises par exemple, et recyclage. Il y a un enjeu d'avenir autour de la ressource, de ces ressources nécessaires à construire les objets numériques. On peut certainement amplifier le mouvement. Puis enfin, il y a aussi un autre aspect, ça apparaissait déjà dans notre programme initial, c'est la liaison numérique elle-même. En fait, on a un certain nombre de soucis dans la ville, à la fois de déploiement de la fibre d'un côté, mais dans aussi, le centre-ville en particulier. Mais aussi, et en centre-ville en particulier, mais aussi avec les antennes, que ce soit 4G, peut-être d'autres technologies demain. Voilà. En tout cas, sur notamment le déploiement de la fibre, il y a un sujet aussi, qui est aussi potentiellement d'ailleurs un sujet d'emploi. On m'a expliqué il y a peu de temps qu'il y a des opérateurs qui montent des formations pour former des gens à la pose de la fibre, mais qu'aujourd'hui ces formations elles sont quasiment vides, en fait. Donc il y a un enjeu d'emploi aussi pour qu'on déploie la fibre dans nos quartiers. Ça c'est un sujet auquel on s'attaquera rapidement également. On a une remarque de Amir qui nous dit « Vous rêvez, avec du changement dès cet été, ça va prendre beaucoup de temps. » Et donc sur cette remarque, je voudrais enchaîner sur les questions relatives aux déchets et à la propreté qui nous ont été posées. Et notamment une question de Linda, parce que sur la question des déchets, je pense qu'on a... Peut-être juste sur Amir quand même, de dire que tout ce qu'on dit là, on ne va pas tout faire cet été. Non mais, parce que sinon, effectivement, on n'est pas que des doux rêveurs. C'est pour ça qu'on a essayé de séparer les choses. Et vous le voyez sur le document que vous
pourrez vous communiquer, que vous devez avoir en numérique, la partie des 7 vignettes, des 7 actions, items qu'on propose d'essayer de lancer dès cet été. Alors, c'est aussi tout le reste dont on discute là sur du plus long terme depuis quelques temps maintenant. Après, voilà, on est aussi honnête avec vous. Les choses auraient été plus simples, entre guillemets, si on était arrivé aux manettes le 22 mars comme prévu initialement. Ce n'est pas le cas. On va arriver aux manettes de manière effective le dimanche 5 juillet. Si vous nous faites confiance. Et donc, voilà, on s'engagera en tout cas dans ce sens-là. Et dans ce qu'on a écrit, il n'y a rien qui ne me paraît pas, avec les connaissances que nous avons aujourd'hui, qui ne nous paraît pas, il n'y a rien qui me paraît irréalisable. Donc, on fera en tout cas, on s'y engage du mieux qu'on peut pour aboutir sur l'ensemble de ces 7 sujets qu'on a évoqués et peut-être d'autres. Bien évidemment, et je le dis aussi, voilà, ça sans remettre en cause non plus le travail qu'ont commencé les fonctionnaires de la ville pour préparer un plan été. Voilà, c'est bien normal. Je ne pense pas que tout ce qu'on va venir remplacer des choses qui ont déjà été prévues. Il y a une continuité de l'action publique qui est nécessaire. Il y a des fonctionnaires qui se sont mis au travail depuis quelques semaines maintenant. Je veux saluer d'ailleurs leur travail de préparation sur ce plan, qu'on reprendra évidemment à notre compte, parce que c'est ça, la responsabilité, c'est ça, le service public, et on essaiera d'y rajouter les éléments que vous avez devant les yeux. Tout à fait. Et la question des déchets et de la propreté, je pense, illustre bien ces projets à court terme et à long terme, puisque si je ne dis pas de bêtises, il y a déjà des projets de court terme, notamment avec un grand événement dès cet été sur le sujet des déchets, et d'autres propositions sur le tri, notamment, qui sont à plus long terme sur le reste du mandat. Vous pouvez nous en dire deux petits mots? Alors Laurent, désolé, je suis encore sollicité. Oui, mais non, en tout cas, justement, là pour le coup, c'est une action très concrète et qu'on mènera dès cet été. Ce sont des actions qu'on a déjà menées en période de campagne. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir quelques comptes rendus sur les réseaux. Donc une action de collecte de déchets dans les quartiers de la ville, qui sera menée par les nouveaux élus, mais aussi par les habitants, bien entendu. Voilà, l'idée, là encore, c'est de montrer notre attachement à une ville propre et au fait d'apporter des changements rapidement. On sait aussi que les citoyens sont prêts à s'impliquer dans ce type d'action. Donc, très rapidement, on aura une opération de cette nature dans le courant de l'été, juillet, peut-être août. Ou fin août, on verra comment on peut positionner cette journée, mais en tout cas, voilà, c'est concrètement une première action qu'on mènera très vite. Après, sur les déchets... Ce qui me semble important sur le sujet, c'est de préciser quand même, pour que l'enjeu, on ne va pas tout régler en faisant appel aux citoyens, bien sûr, mais voilà, on l'a beaucoup vu, y compris on a fait des actions avec Sabrina au Franc-Moisin sur le sujet. Il y a déjà eu d'autres citoyens et citoyennes qui s'étaient engagés. D'ailleurs, je pense aux Francs-Moisins en particulier, mais pas que d'ailleurs. Sur ces actions, il y a eu des actions de type grande lessive qui avaient été menées à l'époque. Moi, je veux d'abord que les élus montrent l'exemple sur le sujet. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on veut le faire dès cet été. Et que les premiers de cordée, puisque ça a été une expression à la mode de cette action, ça sera les élus qui montreront l'exemple et qui iront avec les autres citoyens qui voudront bien y participer, peut-être avec le concours aussi de la force de la puissance publique. On verra comment est-ce qu'on organise tout ça, mais que vraiment les élus, ils montrent l'exemple et qu'ils envoient ce signal. Parce que si la ville est sale, des fois c'est parce qu'il y a des problèmes d'organisation, mais surtout et avant tout, c'est parce qu'il y a des gens qui salissent. Voilà, donc l'objectif c'est bien sûr de nettoyer, mais c'est aussi de travailler une prise de conscience globale et citoyenne que ce n'est plus possible et qu'on ne peut pas laisser notre ville se dégrader comme cela. Voilà, alors peut-être pour compléter sur la question des déchets d'une manière générale, au-delà de cette collecte prévue rapidement, donc là en fait, et c'est pour ça qu'on le reprend ici, c'est vraiment en lien aussi avec la résilience. Une ville résiliente, c'est une ville qui économise ses ressources d'une certaine manière. Donc
comment on économise ces ressources? Ben, c'est aussi en réutilisant ou en recyclant les matériels. Donc, on a dans notre programme le déploiement de recycleries, ressourceries, Repair Café aussi, la réparation. On parlait tout à l'heure, Mathieu parlait tout à l'heure des imprimantes 3D et faisait référence à un atelier qui a été monté par des habitants au sein de la coopérative Poincaré. Ah bah, typiquement, dans ce genre de lieu, là, demain, on pourrait imaginer venir faire imprimer en 3D des petites pièces qui manquent à tel appareil et qu'on jette parce qu'on ne sait pas la refaire, quoi. Voilà, développer ce type d'initiative, c'est aussi limiter les déchets, économiser les ressources, quoi. Donc ça fait partie des choses qu'on développera. Une autre filière de gestion des déchets qui me tient à cœur aussi, on a dans notre local un composteur. Pleine Commune aujourd'hui aide d'ailleurs au déploiement de ce type de composteur. Il faut amplifier le mouvement, ne serait-ce que parce que demain, de toute façon, la gestion des déchets organiques, la gestion séparée des déchets organiques deviendra une obligation. Donc là encore, on mettra l'accent sur le développement d'activités de collecte de déchets organiques qui sont parfaitement bénéfiques. D'abord, ça limite les déchets qu'on brûle, et en plus, c'est bénéfique pour nos sols que ça enrichit. Donc, et un dernier point, là encore, sur ces différents sujets des déchets, on a parlé du numérique tout à l'heure comme vecteur probable de création d'emplois. Typiquement, pour moi, pareil, la gestion des déchets, le recyclage, les ressourceries, le compostage, tout ça, c'est des vecteurs de création d'emplois locaux. Et on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, Mathieu parlait de l'arrivée des sièges sociaux, des grands sièges sociaux dans le sud de la ville il y a quelques années. Je dirais que d'une certaine manière, la pandémie, elle a montré aussi les limites de ce modèle-là, en fait, parce qu'elle génère du transport. Les gens n'habitent pas là, les gens qui sont arrivés dans les sièges sociaux le plus souvent n'habitent pas là. Les emplois qui ont été créés à ce moment-là ne correspondaient pas finalement aux attentes des habitants ici. Et finalement, on crée des besoins de transport avec les problèmes qu'on connaît. Donc, le développement d'emploi local avec ce type d'activité, encore une fois, autour du numérique, autour du recyclage de déchets, etc., c'est de l'emploi qui est sur place et qui limite les déplacements. Et ça, c'est bon pour une ville résiliente. Et en parlant de l'emploi qui est sur place, et l'activité qui est sur place, c'est en lien avec ce que nous disait Amir sur est-ce que vous rêvez pas de faire des choses dès cet été alors que ça semble compliqué. Il y a un autre sujet sur lequel il y a des choses à mettre en place très vite, c'est notamment sur le thème de la culture. On nous a notamment posé la question de qu'est-ce qu'on aura de différent à faire cet été à Saint-Denis. Et ça nous semble très important de travailler sur un programme culturel ambitieux, sur des activités de plein air qui associent les artistes, les habitants. On sait qu'il y a de nombreux artistes sur le territoire, certains nous font déjà signe en nous disant qu'ils souhaitent se mobiliser. Justement, il y a beaucoup de festivals qui sont annulés par exemple pendant cet été, donc les acteurs, les chanteurs, les comédiens, des artistes peintres, sculpteurs, etc. qui sont sur le territoire et qui ont envie de se mobiliser. Donc on va notamment organiser de grandes activités culturelles et des moments festifs dans la ville, en plein air, dans les accueils de loisirs, dans les maisons de quartier, dans les structures qui sont aptes à accueillir ce genre de choses, et avec la volonté vraiment de faire participer les habitants, de décloisonner aussi les quartiers, et de créer du lien entre les habitants et ces artistes qui parfois n'ont pas forcément l'espace adéquat actuellement pour s'exprimer sur le territoire et pour montrer ce qu'ils savent faire aux Dionysiens. Donc on avait déjà un programme culturel très ambitieux avec notamment, vous en avez peut-être déjà entendu parler, la volonté de présenter la candidature de Saint-Denis et Pleine Commune pour être capitale européenne de la culture en 2028. Donc il montre une ambition de long terme, mais il y a des choses à mettre en place dès cet été pour solliciter tout le monde et pour montrer, à voir toutes les belles choses que l'on a à Saint-Denis, parce qu'en termes de patrimoine et d'activités culturelles, on a de quoi faire. Je voudrais enchaîner sur une question de Karine, qui nous dit que tout ce qu'on propose là c'est très intéressant, mais est-ce qu'on est assez prudent vis-à-vis du virus? Est-ce que les hôpitaux se remettent à peine de la crise qu'on vient de traverser? Il y avait notamment une journée de mobilisation de soutien au personnel soignant aujourd'hui, et beaucoup d'habitants ont encore peur. Donc est-ce que de se déplacer, de sortir, notamment dans les urnes? Donc on a rappelé à plusieurs reprises que le déroulement du vote sera
largement sécurisé avec toutes les mesures sanitaires, les mesures barrières pardon, qui seront prises. Mais de manière générale, est-ce qu'on est assez prudent? Est-ce qu'on est en capacité d'organiser ce genre de choses? Alors, qui Sabrina, répond? Mathieu, Oui, Mathieu. Sabrina. Sabrina. Non, mais euh, c'est devant nous, voilà. Donc à nous de voir. C'est notre défi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, avec tous les éléments qui sont à notre position, j'ai envie de vous répondre oui. Mais après, on ajustera évidemment les choses. Voilà. Si jamais demain il y avait une forme de retour du virus, bah oui, peut-être que ce qu'on vous dit, on ne pourrait pas le faire, mais dans ce cas-là, on vous l'expliquerait et je pense que tout un chacun le comprendrait. Bien sûr. Au moment où on parle, il n'y a rien qui nous dit que ce n'est pas possible, en particulier avec les enfants. Moi, je vous le dis honnêtement, je pense que nous sommes allés, enfin, d'ailleurs, on avait fait un Facebook Live, le premier qu'on a fait, c'était sur la question de l'école, avec le professeur Jean-Daniel Lelièvre, parce que moi, je voulais qu'on essaie de faire appel à la raison parfois plutôt qu'à l'émotion, à l'inquiétude, parce que c'est normal d'être inquiet, mais honnêtement, c'est quand même un peu bizarre que dans notre pays, ça soit les enfants qui subissaient le moins de risques pour eux-mêmes, mais aussi, on le sait maintenant, qui sont les moins contaminants pour les autres, et c'est à l'école qu'il y a eu le protocole sanitaire le plus strict que dans n'importe quel commerce, service public, ce que vous voulez, il n'y a eu rien de plus strict que l'école. Et là, il y a quand même une forme de paradoxe, alors que c'était eux qui étaient et le moins en risque pour eux-mêmes et pour les autres. Ça, dans les leçons, qui ne dépendent pas que de Saint-Denis, mais ce sera une vraie voilà, question à se poser pour la suite. Aujourd'hui, en tout cas, nous, ce que je peux vous garantir, c'est qu'on sera très vigilant en lien avec les autorités préfectorales, bien sûr, mais aussi un certain nombre d'experts, certains qui sont dans notre liste, dans notre mouvement, ou des contributeurs comme Jean-Daniel Lelièvre, qui est quand même médecin-chef, infectiologue du service d'infectiologie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. D'autres médecins du département. Voilà, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur peut-être créer une sorte de rendez-vous avec les professions de santé, avec les généralistes qui ont été en première ligne, voilà, pour essayer de réfléchir aussi avec eux dans le cadre de la résilience, mais même immédiatement sur des conseils de prudence à donner. Mais je pense qu'aujourd'hui, en étant prudent, tout ce qu'on vous propose est réalisable. Très bien. On va peut-être prendre les dernières questions, je vois qui arrivent. Je les découvre en même temps que vous. Une question de Nathalie à Sabrina sur la propreté. Donc tout à l'heure, on parlait du recyclage, on parlait du ramassage des déchets, etc. Et là, Nathalie nous fait la remarque qu'il faudrait aussi penser à impliquer les commerçants pour qu'ils arrêtent pour arrêter de retrouver les emballages par terre, pardon, et pour qu'ils puissent être apportés quelque part, peut-être. Comment faire? Comment est-ce qu'on peut améliorer l'état de la ville en termes de propreté, notamment au niveau des commerces? Et de la vente à emporter. Alors effectivement, là c'est vrai que c'est un sujet très très important, donc on a parlé du ramassage, mais l'implication de toute façon des citoyens passe également notamment par les commerçants, puisqu'on constate donc des déchets, pas mal de choses, donc on peut penser éventuellement, alors si je ne me trompe pas, on a pensé à... alors, vous l'avez sur le programme. Je vous avouerai que c'est une question donc, très très importante, mais on a pensé éventuellement donc, à impliquer les commerçants, donc ça c'est un élément important, par éventuellement sanctionner les commerçants qui ne respectent pas le ramassage, puisque ça, en commençant donc, par ça permet l'implication des citoyens directement. Donc, je t'en prie. Non, mais en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que sur la question des sanctions, à l'évidence, quand il y a une règle, il faut qu'il y ait des sanctions. C'est valable pour les commerçants, je ne veux pas flécher les commerçants plus que les autres, ce sera valable aussi pour les citoyens. D'une manière générale, tous ceux qui dégradent l'espace public, ils doivent savoir que demain, il y aura plus de sanctions que ce qu'il y a
que c'est aujourd'hui. Mais il y a aussi des réflexions qu'on n'a pas complètement tranchées, mais qu'on a ouvertes. Je pense que j'ai cru deviner ça dans la question quand on parlait de vente à emporter. On a un sujet majeur, c'est qu'on est quand même, enfin, on a tout ce qu'il faut, quoi, en termes de kebab, de vente à emporter diverses et variées. Et on a quand même là-dessus, à chaque fois, énormément de déchets qui sont produits, de déchets par exemple non recyclables, qu'on retrouve régulièrement dans toute la ville. Les moins dangereux étant les boîtes en carton de chez McDo, qui finissent par se biodégrader, même si c'est quand même pas très glamour dans la rue, quoi. Et le pire étant voilà, je sais plus comment ça s'appelle sa matière là, enfin la barquette jaune, que chacun a un peu une sorte de polystyrène, voilà, où il y en a des petits morceaux partout dans toute la ville. Et ben ça, oui, moi je pense qu'il faut qu'on ait avec les commerçants alimentaires, il faudra qu'on ait une discussion, mais pour qu'il y ait une évolution sur ces pratiques-là et sur quels sont, ne serait-ce que les objets qui sont utilisés pour faire de la vente à emporter, pour qu'on favorise à l'échelle de Saint-Denis, en tout cas des objets qui au moins sont recyclables. Là-dessus, ça me paraît extrêmement important. Ce que je ressens, je vous le dis, c'est que quand même, je ressens chez les commerçants une volonté que ça aille mieux à Saint-Denis. Et je sens que dans les commerçants, en tout cas dans la plupart d'entre eux, évidemment, on pourra trouver des vrais partenaires pour agir demain, pour jouer le jeu. Voilà. Et Sabrina le disait, elle avait parfaitement raison. Ce sont des acteurs essentiels pour à la fois redynamiser la ville et le centre en particulier, mais aussi pour faire réussir notre projet sur l'amélioration de la qualité de vie et de la propreté dans la ville. Merci. Alors, on nous fait signe qu'il est plus de 20 heures, donc on va penser à conclure. Je vais poser une dernière question à toi, Mathieu. C'est une question qui est posée par Farida au sujet des écoles et qui te demande: prévoyez-vous d'augmenter le budget de la mairie pour les écoles, pour le fonctionnement courant, donc pour les photocopies, les ordinateurs, le matériel pédagogique, etc. Écoutez, d'abord, Farida, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on va devoir regarder la situation budgétaire qu'on trouve en arrivant. Je suis désolé de prendre un petit peu cette gravité, mais parce que déjà, on le savait, l'année dernière, la situation budgétaire n'était pas excellente, pour ne pas dire était mauvaise. On l'a dénoncé à plusieurs reprises. D'ailleurs, les élus d'opposition ont voté contre le budget tous les ans pendant ce mandat, parce qu'au fur et à mesure du mandat, on a quand même eu une augmentation des dépenses de personnel, en particulier de fonctionnement, et une diminution des dépenses d'investissement, avec voilà, tout en ayant augmenté les impôts de manière extrêmement conséquente, parce qu'on a augmenté les impôts de 10% au début du mandat. Donc, moi j'ai pris un engagement. L'engagement, c'est que nous n'augmenterons pas les impôts durant ce mandat. La ville n'augmentera pas ses taux d'imposition durant ce mandat. Donc, sur l'impôt foncier en particulier, parce que c'est une des principales ressources dont on parle, parce que la taxe d'habitation maintenant est très limitée, mais sur l'impôt foncier, le taux de la ville ne bougera pas. S'il y a des augmentations, ça sera uniquement parce qu'il y a les bases, ce qui est décidé par l'État, qui évolueront, notamment par rapport à l'inflation. En tout cas, nous ne les augmenterons pas. On veut vous faire la démonstration qu'on peut faire mieux avec l'argent qu'on a. Et ça me paraît être extrêmement important, parce que oui, c'est faux de dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de la ville. Par contre, c'est vrai de dire qu'il pourrait être beaucoup mieux dépensé que ce qu'il est aujourd'hui. Et toutes les économies sur des choses finalement peu utiles aujourd'hui, qu'on serait en mesure de faire, eh bien oui, j'ai envie de les redépenser, non pas de les thésauriser, ça n'aurait pas de sens, mais de les dépenser dans de la dépense utile, et en particulier sur le secteur de l'éducation. On a une volonté très forte d'investir dans le secteur de l'éducation. Vous l'avez vu dans nos différents documents et dans notre programme. En particulier, on veut mettre en place une mesure sur la question de l'anglais dans toutes les classes dès la maternelle. On veut mettre en place aussi, vous le savez tous et toutes, la cantine gratuite à l'école. Tout ça doit s'accompagner aussi
d'investissement en termes d'équipement pour les classes. Alors, il y a les équipements que vous avez cités, mais on a aussi d'autres. Je pense en particulier pour les maternelles, pour les classes des plus petits, qu'on puisse acheter du matériel en s'inspirant des fois des méthodes Montessori ou de choses qu'on trouve dans un certain nombre d'écoles, malheureusement trop souvent qu'on trouve dans les écoles privées et pas assez dans les écoles publiques. Eh bien oui, je pense que la ville, je veux qu'on monte en puissance là-dessus et qu'on soit en mesure de mieux équiper nos écoles. Après, je suis honnête avec vous, je ne veux pas m'engager à vous dire tout sera fait à la rentrée parce qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet sur la question budgétaire et il faut qu'on fasse ce travail en parallèle de faire des économies, pas pour moins dépenser, mais faire des économies pour mieux dépenser. Merci beaucoup à tous les trois pour vous être prêtés au jeu. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot de conclusion, les uns ou les autres? C'est le moment si vous le souhaitez. Oui, moi je veux, juste là pour cette question de ville résiliente, c'est vrai que bon, on vient de traverser une période un peu anxiogène pour tout le monde. Et puis penser aux crises, penser à ce qui peut nous arriver de pire, c'est jamais un truc qu'on a très envie de faire, c'est jamais très rigolo. Mais néanmoins, cette crise, elle nous a aussi montré ça, que l'anticipation, c'était quand même quelque chose d'essentiel. Et voilà, ce qu'on a voulu montrer avec ces éléments complémentaires à notre programme, c'est que on est prêt justement à anticiper, on se prépare, on est responsable. L'avenir sera ce qu'il sera, mais c'est vrai que les prévisions nous laissent penser qu'il y aura quand même quelques événements un peu exceptionnels, comme celui qu'on vient de traverser. Voilà, et sachez qu'on a anticipé, on a réfléchi à ce qu'il fallait mettre en place, c'est dans notre programme, on sera là pour ça. Merci. Oui, alors nous effectivement, donc pour ajouter à ce que disait Laurent Monet, on va renforcer bien évidemment les actions solidaires, très très important. On va également renforcer et puis appliquer un programme éducatif pour l'avenir de nos enfants. Mais surtout, demain, on est attendu et puis on va relever donc, tous ces défis dont on a tous besoin. Écoutez, je pense que la plupart des choses ont été dites. Anticipation, c'est clair que c'est le cœur du sujet et c'est peut-être le cœur du problème aussi qu'on a eu à Saint-Denis ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Un manque d'anticipation, un manque de difficulté à se projeter dans l'avenir. Ça, clairement, on veut que ça change. Sabrina a parlé de solidarité à l'instant, c'est crucial. La solidarité, ça nous rend plus forts. La solidarité, c'est aussi la fraternité qui s'est exprimée. Et moi, je suis convaincu que vraiment, c'est d'ailleurs la pierre angulaire de la résilience. Voilà, c'est avant toutes les choses, c'est la capacité des gens à collaborer entre eux et à être solidaires les uns avec les autres. Et ça tombe bien, c'est un peu ça aussi la société locale qu'on veut construire. Voilà, qui est l'inverse du chacun pour soi, l'inverse du chacun dans son coin. Faire les choses ensemble, c'est une force et on a pu le démontrer. Et en tout cas, c'est nous, notre philosophie et notre état d'esprit. Je ne peux pas conclure sans vous redire tout simplement que pour tout ce qu'on parle, il y a une date, c'est le 28 juin. Maintenant, ça va être dans 11 jours, 10 jours, 11 jours, 12 jours, pardon. Ça va être à vous de jouer, ça va être votre responsabilité. Alors vous nous regardez, mais vous avez la responsabilité d'y aller vous-même, mais aussi d'emmener les gens autour de vous, de leur parler, de les convaincre si vous-même vous êtes convaincu, de l'urgence de participer à ce scrutin. Il n'y aura pas d'autre date. On ne peut pas rater le 28 juin. Il y a 6 ans, l'élection s'est jouée à 181 voix. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces 181 petites voix, eh bien, on le voit aujourd'hui, elles ont été cruciales parce c'est la démocratie. Elles ont fait gagner M. Paillard à l'époque, avant qu'il transmette en cours de mandat son mandat au maire Ressier. Mais je dis ça pour solennaliser l'enjeu, pour que chacun voit de quoi il s'agit et que chaque voix contraint dans ce dispositif. Le nombre de personnes que j'ai entendues depuis 6 ans qui m'ont dit si j'avais su je serais allé voter, ou je me suis trompé, ou
c'était compliqué pour moi, mais j'aurais dû. Voilà, donnons-nous les moyens de ne plus réentendre ça. Saint-Denis ne peut pas perdre 6 ans de plus, surtout ces 6 années-là, qui sont vraiment les 6 années cruciales, en particulier avec l'arrivée, avec l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques. Saint-Denis a besoin d'une nouvelle équipe pour répondre aux nouveaux défis, et nous vous proposons d'être cette nouvelle équipe à votre écoute, à votre service. Nous comptons sur vous le 28 juin, et je vous le garantis, vous pourrez compter sur nous dans les 6 ans qui viennent.